l'État peut-il confisquer les biens d'un particulier pour le mettre à sa disposition? Une question qui mérite d'être posée, messieurs et dames. On fait allusion à cette décision prise par le ministre de la Justice, Constant Mutamba, vous le savez, concernant la vente aux enchères du bien du condamné à mort Corneille Nangaa, qui est du côté de l'Est, en train de faire ce qu'il fait avec ses alliés, les 1-23, ensemble avec Paul Kagame, pour tuer nos frères de l'Est. Et vous connaissez cette situation, et ces biens ont été confisqués par les gouvernements, et le ministre avait annoncé que ça serait mis la vente aux enchères, mais le ministre de la Justice par après a changé sa décision pour dire que c'est l'État lui-même s'en approprie justement. On se pose cette question de savoir est-ce que l'État peut confisquer les biens de l'individu et puis mettre ça à sa disposition. C'est prévu par les lois de la République démocratique du Congo. Certainement au moment où ce mandat d'arrêt international a été lancé envers Corneille Nangaa, mais aussi Jean-Jacques Mamba, cet ancien député national, membre de MLC de Jean-Pierre Bemba. Beaucoup se posent la question, est-ce que aussi c'est normal qu'on puisse lancer un mandat d'arrêt à une personne qui est sur le sol congolais, considérant comme si cette partie ne fait plus partie intégrante des partis de la République démocratique du Congo. Messieurs et dames, Interface, vous nous suivez de partout. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Pour répondre à toutes ces questions, nous recevons pour vous Maître Sédik Ntumba. Il est juriste et chercheur en droit, mais aussi doctorant. C'est avec lui, sans oublier qu'il est aussi secrétaire des consommateurs lésés. C'est avec lui qu'on va essayer de répondre à toutes ces questions. Justement, pour que vous puissiez avoir obtenu gain de cause, parce que vous m'avez demandé, surtout vous qui nous suivez depuis l'Europe, vous m'avez demandé dans mes idées possibles de les rappeler pour éclaircir certaines zones d'ombre en ce qui concerne cette thématique liée à Corneille Nangaa. Messieurs et dames, réel plaisir de vous retrouver une fois encore sur le plateau de CML13 Télévision avec Maître Sédik Ntumba. Bonjour Maître et bienvenue. Bonjour Monsieur Daniel Roland, merci pour... Maître, vous allez bien? Très bien. Alors Maître Sédik, d'entrée de jeu, je vous laisse l'amabilité d'abord d'analyser cette manière des procédures du ministre de la Justice, Constant Mutamba. À plusieurs reprises, on a tourné des émissions ici où vous aviez donné des éclaircissements par rapport à ces décisions prises, la condamnation de Corneille Nangaa, ce que vous avez trouvé certainement logique, décision prise par la justice militaire, mais aussi cette décision de confisquer ces biens, les mettre à la vente aux enchères comme annoncé par le ministre de la Justice. Vous avez dans les passés donné votre opinion, et après cette décision du ministre, pas de mettre ces biens à la disposition de quiconque veut l'acheter, de venir s'en approprier, mais de s'approprier lui-même. Quand je parle de lui-même, ça veut dire le ministère de la Justice, et puis de mettre ça à la disposition de certains services au sein de ces ministères. Comment vous analysez cette décision, cette manière de faire les choses? Merci beaucoup Monsieur Daniel Roland. En fait, il y a lieu de savoir que la confiscation spéciale ordonnée par le tribunal militaire, c'est une confiscation portant sur le bien des Corneille Nangaa. À cet effet, la juridiction qui l'a condamné a voulu que tous ces biens puissent non seulement être confisqués, mais aussi tous ces biens puissent être vendus. Alors, monsieur le ministre de la Justice n'a pas inventé la roue, puisque nous avons des textes absolument archaïques en la matière. Peut-être qu'ils ne s'adaptent pas aux réalités actuelles des choses. Quand je dis qu'ils ne s'adaptent pas aux réalités actuelles des choses, c'est parce que, par exemple, le bien saisi, confisqué, la manière de leur gestion, la manière dont la vente aura lieu, elle est prévue par l'ordonnance du 26
septembre 1979, portant bien entendu création d'une commission de gestion des biens saisis et confisqués. À cet effet, dans cette ordonnance, il est bien prévu la possibilité pour le bien confisqué ou saisi, non seulement de revenir à l'État, mais aussi de faire l'objet de la vente. C'est dans ces contextes même que le ministre de la Justice, lorsqu'il a pu organiser la vente aux enchères de biens de Corneille Nangaa, 48 heures après, ou 72 heures après, d'après ce que j'aurais vu, il a directement affecté ces biens au service de la justice, aussi bien militaire que de service de la justice civile. La meilleure question que je me pose aussi dans ces contextes, c'est que le ministre de la Justice, comment a-t-il procédé? Le procédé, ça nous ignorons. Dire aussi que le procédé par lesquels sont vendus ces biens où l'État s'est fait attribuer ces biens sont médiocres, c'est beaucoup plus grave parce que ce sont des procédés absolument inquisitorial. Tout est passé en secret. Rien n'a été rendu public. Parce qu'il faut dire que le ministre de la Justice ne procède pas par la vente directe de biens de Corneille Nangaa. Normalement, la loi recommande qu'il y ait au moins une commission chargée, bien entendu, de la gestion des biens confisqués et saisis, laquelle commission on dresse le PV, n'est-ce pas, de confiscation et on dresse même l'inventaire. Et après cet inventaire, vient, bien entendu, si c'est sur l'argent public, il y aura un comptable de l'État qui pourrait faire les formalités d'usage. Si en réalité ce sont des biens meubles et immeubles, l'État pourrait se l'attribuer. Alors, quant à ça, vous voyez, si vous lisez l'article, je crois bien c'est 10, de l'ordonnance dont je viens de vous citer, qui dit le bien saisi meubles et immeubles sont définitivement acquis à l'État à la suite de la confiscation, soit sont aliénés, soit affectés à l'usage public ou à celui d'un service public, ou soit donnés à bail à des tiers. Donc ça voudrait justement dire, M. Daniel Rolland, que l'État peut s'attribuer aussi le bien. L'État peut affecter tel ou tel autre bien à l'usage public ou à l'usage, n'est-ce pas, public ou à l'usage de services judiciaires, civils et militaires. C'est ce qu'on appelle l'expropriation pour cause d'utilité publique, ou bien c'est une autre chose? Non, c'est pas ça. En fait, en réalité, M. Daniel Rolland, l'expropriation pour cause d'utilité publique est absolument une mesure administrative. Elle n'est pas judiciaire, voyez-vous. Donc, c'est l'administration qui pose toutes les formalités d'usage quant à l'expropriation. Et avant d'exproprier, la loi recommande qu'il y ait une indemnisation préalable de la personne. Et lorsque on t'indemnise, c'est alors que la personne peut quitter, n'est-ce pas, son immeuble pour aller chercher un autre immeuble ailleurs. Dans ces contextes, d'ailleurs, il faut vous révéler que plusieurs Congolais ont fait l'objet de restitution de fonds constituant les remboursements de la valeur vénale réelle de leurs parcelles par l'État, mais ils n'ont jamais laissé les biens de l'État. Ils sont toujours là en train de les occuper. Alors que l'État congolais avait déjà honoré son engagement. Donc vous auriez donc compris, M. Daniel Rolland, que l'expropriation pour cause d'utilité publique ne constitue pas la confiscation spéciale. La mesure prise par le juge militaire est une mesure absolument de confiscation qui porte sur le bien des Nangaa au regard de crimes commis. Parce que l'expropriation pour cause d'utilité publique ne repose pas sur le crime quelconque. Ça repose bien entendu sur le besoin d'utilité publique, n'est-ce pas, que représente le bien. Si vous occupez un bien et que par exemple l'État veut agrandir la chaussée, mais de par le plan urbanistique, là où vous vous occupez, ça ne constitue pas l'emprise de l'État. Ça constitue plutôt un terrain qui a été affecté, n'est-ce pas, dans le domaine privé de l'État et que vous l'avez régulièrement acheté. La loi recommande qu'avant que l'État ne vienne
c'est l'approprié, il faut en réalité qu'il puisse vous indemniser. Mais dans l'hypothèse de Corneille Nangaa, il s'agit bel et bien des biens qui ont été confisqués sur base des infractions ou des crimes commis. Et il a été aussi condamné. Donc, vous auriez compris, je ne sais pas préciser si la commission que recommande la loi, les procureurs généraux qui en fait partie, parce que on nous parle même du conseil judiciaire dans l'ordonnance loi de 1979 sur la création de la commission des biens saisis. Mais néanmoins, nous ne savons pas dire si le ministre avait bel et bien constitué cette commission ou pas. D'ailleurs, je vous ai révélé ici que cette ordonnance est absolument surannée parce que même le ministre de la Justice, autorité judiciaire soit-elle, ne saurait pas modifier par voie d'arrêté les documents dont je viens de vous citer parce que l'arrêté ne peut pas modifier une ordonnance loi. La Constitution de la République nous dit, parce que, M. Daniel Roland, il faut le savoir d'ailleurs, que l'article 34 de la Constitution nous parle de la sacralité de la propriété et donc, étant donné que c'est prévu tel par la loi, si l'on veut confisquer le bien d'autrui, cela ne passe que par la loi. Encore que la confiscation est une mesure prise est une mesure fixée comme peine par la loi. Donc, vous auriez compris, M. Daniel Roland, que la mesure d'affectation de biens de Corneille Nangaa à l'usage de la justice civile et militaire, elle est une mesure légale prévue par l'ordonnance loi de 1979, n'est-ce pas, qui prévoit tous les trois mécanismes, soit on vend, soit si la vente ne se fait pas, on procède à l'affectation de ces biens à un service public, à l'usage public. Alors, pensez-vous pas que les ministres de la Justice a eu peur certainement parce qu'aujourd'hui, mettre ces biens aux enchères, si un individu les achetait, si ça arrivait qu'on puisse laver Corneille Nangaa un jour de toutes ces charges, qu'il puisse avoir des complications pour récupérer ses biens. Dans ces cas, il faut que l'État lui-même puisse en procurer. Si ça arrivait, ça sera plus facile pour l'État de remettre ses biens entre les mains des concernés. En tout cas, merci beaucoup pour la question. Si je comprends bien, vous voulez savoir qu'adviendrait-il si l'État arrivait à laver, comme vous l'avez dit, à laver la mémoire criminelle de ceux contre qui l'on a pris la mesure des confiscations. Ce qui n'est pas impossible en droit. Exactement. Bien entendu, parce qu'il faut savoir que même Simon Kimbangu, après être condamné, plusieurs années après, vous avez entendu que Simon Kimbangu a été lavé de tout le reproche qu'on lui a adressé, de tout le crime qu'il avait commis, comme pour dire que Simon Kimbangu avait été réputé n'avoir jamais commis d'infraction. Alors, si telle situation arrive à Corneille Nangaa, par exemple, qu'adviendrait-il? C'est cela la question. Au fait, en réalité, M. Daniel Roland, il faut savoir que l'État congolais ou l'État en général est responsable de ses erreurs et de ses propres fautes. Si les juridictions congolaises, par voie d'appel, ils ne l'ont pas lavé, par voie de cassation, ils ne l'ont pas lavé, mais il se révèle que Corneille Nangaa, il y a eu une erreur de fait et non une erreur de droit, qui avait conduit à la condamnation de Corneille Nangaa. Si cela s'est fait ainsi, en réalité, le responsable ne serait pas les personnes qui ont acheté ces biens ou les personnes qui ont bénéficié ou les services qui ont bénéficié de l'affectation, n'est-ce pas, de ces biens à l'usage de la justice. En principe, il faut savoir que seul l'État, dans les cas d'espèce, serait responsable. Donc, l'on ne verra jamais Corneille Nangaa reprendre tous les biens qu'on lui avait confisqués et qui ont fait l'objet, par exemple, de ventes aux enchères, qui ont fait l'objet d'affectation au service judiciaire. Il ne le récupérera pas. Il va bien au contraire
évaluer ses biens en somme d'argent parce qu'il connaît mieux la valeur vénale réelle de tous ces biens. Il les évalue en somme d'argent et il assigne l'État congolais en réparation. Et pour faire ainsi, il faut impérativement avoir bénéficié d'une décision d'acquittement. Et la décision d'acquittement dans les cas d'espèce ne remonterait pas de l'appel qu'il aurait fait parce qu'on n'en est plus là. Ne remonterait pas non plus de la cassation. Mais peut-être que par voie de recours qu'on appelle la révision. Il est possible qu'une personne qui a été de droit condamnée par le juge, sanctionné autre, qui a même purgé sa peine, qui a même dont les biens ont été saisis, confisqués, puisse, s'il estime qu'il y a eu une erreur de fait sur sa qualité, sur sa personne, sur tout ce qu'ils auraient fait. Voyez-vous? Mais moi, je ne vois pas les choses dans ce sens, monsieur Daniel Rolland. J'essaie un peu de transcender. Dans quel sens? Il se trouve que la révision au travers ces deux mécanismes, le rescindant et le récisoire, puissent ne pas aboutir pour Corneille Nangaa. Dans le sens où on sait qu'il serait difficile qu'il puisse se défaire de la justice en raison d'une quelconque erreur de fait. Il est très difficile, allais-je dire, que Corneille Nangaa puisse chercher un acquittement sous prétexte qu'il serait qu'il y aurait une erreur de fait sur la condamnation prononcée par les juges. Moi, bien au contraire, je vois les choses dans le sens d'un dialogue aboutissant à une loi d'amnistie. Si aujourd'hui, Corneille Nangaa, au travers le dialogue que le président de la République pourrait faire, puisque quand je parle des dialogues, j'avoue à suffisance de conviction que le président de la République démocratique du Congo, M. Félix-Antoine Tshisekedi, au travers les discours qu'il a tenus, il y a eu plusieurs points qui ont fait preuve de plusieurs promesses, mais il a été moins rigoureux sur l'offensive, mais il était beaucoup plus laxiste, vous voyez, sur l'intention qu'a la République de négocier. Prenons l'hypothèse, M. Daniel Rolland, que le président arrivait à négocier avec le AFC, avec le M23, avec le Rwanda en général. Le bien de Corneille Nangaa, dans le cadre des accords conclus, si ces biens font l'objet, par exemple, d'une acceptation de restitution au travers de ces accords, comment l'État fera? J'avoue que la question ne sera pas beaucoup plus complexe. À partir du moment où c'est le ministre qui a affecté le bien, n'est-ce pas, de Corneille Nangaa à l'usage des services publics de la justice civile et militaire. Comme pour dire que s'il y a conclusion d'accord et que Corneille Nangaa a posé par exemple sur la table la clause d'après laquelle l'entente dépend de la restitution absolue de biens qui lui appartiennent et qui ont fait l'objet de la confiscation, qu'adviendrait-il? C'est là où la politique saisit les droits, n'est-ce pas? Prend les droits, tient les droits en état. C'est là où en fait la politique, la justice dont on dit élève une nation, elle sera moins rigoureuse. Ce serait une justice, je ne dis pas politisée, parodie de justice, mais je dis ce serait en fait une justice qui ne sera pas efficace. Donc, la politique amoindrit parfois l'efficacité de la justice. Mais à un certain moment, M. Daniel Rolland, entre la justice et la paix, qu'est-ce que nous voudrions? La paix, certainement. C'est évident, c'est pour dire que la justice est beaucoup plus mieux que la paix. Non, excusez-moi, c'est pour dire que la paix vaut mieux que la justice. Donc, il faut parfois accepter une justice qui soit transitionnelle,
une justice qui accepte, n'est-ce pas, de mettre à terre la justesse de cette justice, mais qui met en avant-plan, M. Daniel Rolland, les pardons. Et donc, par une loi d'amnistie, M. Daniel Rolland, est-ce que, puisque dans le dialogue que nous sommes en train de faire, que le président a voulu, le président peut vouloir les dialogues, mais les dialogues peuvent être assortis de certaines contraintes judiciaires, contraintes légales. Et quand je parle de contraintes judiciaires, c'est que d'un côté, c'est la justice qui a obligé que le bien de Corneille Nangaa soit confisqué. Mais de l'autre, l'État congolais a aussi procédé déjà à l'affectation de ces biens à l'usage de services judiciaires, militaires et civils. Je vous ai dit, M. Daniel Rolland, qu'il est d'autant plus possible pour l'État congolais de trancher par les dialogues la question de la paix conditionnée par la restitution de biens de Corneille Nangaa et de jeter un regard considérable sur le bien, en fait, sur les objectifs des mouvements rebelles. Que veulent-ils? Donc, étant donné que l'État, c'est l'État qui s'est approprié de ces biens, il est beaucoup plus facile pour l'État de se désapproprier de ces mêmes biens. Donc, si Constant Moutamba a pris l'arrêté portant affectation de ces biens à telle destination, il peut aussi prendre, n'est-ce pas, un autre arrêté, si le dialogue se faisait, un autre arrêté qui désaffecte ces biens à l'usage de services publics judiciaires pour le restituer dans le patrimoine de celui qui le réclame. Justement parce que M. Daniel Rolland, c'est le père de l'acte qui annule son propre acte. Quoi de plus naturel? Mais le problème aurait été beaucoup plus grave si et seulement si, M. Daniel Rolland, le particulier, au travers la vente aux enchères qui a été faite, n'est-ce pas, s'approprier de ces biens. Là, au moins, le trouble aurait pu, en tout cas, été grave, justement parce que non seulement que Corneille Nangaa aurait eu de difficultés pour récupérer ses biens, mais il aurait normalement procédé par l'assignation en réparation civile. Alors, quand je vous ai parlé ici, M. Daniel Rolland, d'une loi d'amnistie qui pourrait résulter des dialogues qu'on pourrait faire. Et surtout que nous sommes dans un moment où on se prépare certainement pour les dialogues. Tout peut changer en tout moment. Exactement. Je crois que beaucoup de personnes s'inquiétaient d'ailleurs sur le fait, sur l'insécurité juridique de biens, n'est-ce pas, de l'appropriation des biens de Corneille Nangaa. Au regard du fait que d'un côté, Corneille Nangaa s'approprie peu à peu des terres congolaises avec le M23, mais de l'autre, n'est-ce pas, c'est le pouvoir en place qui est menacé, et le pouvoir en place, plutôt que de vouloir que la RDC se transforme en un océan de sang, le pouvoir en place peut justement vouloir négocier, parce que Corneille Nangaa n'a pas horreur de l'écoulement des sangs de l'homme congolais. Mais le président de la République, il est le garant de la nation. Ça veut dire que un Congolais qui meurt, ça ne profite pas au président de la République, mais ça peut profiter au moins à l'ennemi. Et le président de la République a mis au centre ses intentions à dialoguer. Alors, mais dialoguer, M. Daniel Rolland, est-ce que ça vaut? C'est cela la question. Est-ce qu'il est opportun pour l'instant de dialoguer? Je peux dire pour l'opportunité, oui, parce qu'il y a des Congolais qui meurent à l'est du pays. Mais je me pose la question sur pas plus sur le dialogue, mais beaucoup plus sur l'efficacité du dialogue. La quintessence même. Exactement. J'ose croire, à mon humble avis, qu'il faut arriver au moment, il faut que la RDC, le président de la République, M. Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi, ou M. Antoine Félix Tshilombo Tshisekedi, comme vous voulez,
puisse considérablement faire un état de lieu, monsieur Daniel Roland, des accords conclus remontant d'avant l'acquisition du pouvoir. Faire un état de lieu des accords remontant de 2001 avec Mouzé Laurent Désiré Kabila. Au nom de la continuité. Pourquoi faire un état de lieu? Parce que, M. Daniel Roland, c'est au travers l'état de lieu des accords qu'on peut facilement comprendre les forces et faiblesses de l'autre, qu'on peut facilement comprendre comment s'en prendre sur les éventualités et qu'on peut facilement savoir comment bien négocier. Parce que les autorités qui accèdent à la chaise du pouvoir, eux, avant d'accéder, écoutez, je ne dis pas qu'on les graisse la patte à la dent, mais par moment, on leur présente des accords que le peuple congolais ignore. Et au bénéfice du pouvoir, eux, ils concluent des accords. Mais ceux qui en pâtissent par le oui des accords, c'est plutôt le peuple congolais, M. Daniel Roland. Comment comprendre que vous signez les accords, lorsque vous refusez de les exécuter, c'est le peuple congolais qui subit grave à l'est du pays. Donc, à un moment donné, il faut une certaine prise de conscience de l'homme congolais et précisément la prise de conscience des autorités congolaises, M. Daniel Roland. Et cette prise de conscience peut certainement passer par le dialogue, par la cohésion nationale, l'unité nationale. Moi, le dialogue, je le conditionne à un état de lieu. M. Daniel Roland, vous avez affaire à des gens qui ont envahi l'identité, n'est-ce pas, congolaise. Quand je dis envahi, c'est-à-dire, nous sommes confondus. Qui est réellement congolais? Voyez-vous, M. Daniel Roland, vous dites que c'est celui qui est né des pères et des mères congolais. Mais à l'est du pays, les Rwandais et autres qui sont nés aussi, les Rwandais et les Congolais, ils ont mis au monde des enfants. Ces enfants-là sont-ils des Congolais? Mais tout ça, des Tutsis et autres, donc vous voyez qu'il y a la question de la crise identitaire qui pose problème dans notre pays. On n'a pas même de carte d'identité dans ces pays. Exactement. Donc, vous comprenez que donc, la solution, en fait, c'est prétendre d'être congolais. Ce n'est pas parce que l'ennemi te pointe l'arme, M. Daniel Roland, que tu dois nécessairement t'accroupir. Mais tu peux aussi, en te pointant l'arme, pour accepter les conditions auxquelles tu es contraint, tu peux facilement en faire d'abord un état de lieu. Parce qu'il faut négocier quand il est possible. Il faut négocier, M. Daniel Roland, quand il est un peu plus tôt, plutôt que de négocier quand il sera tard. Voyez-vous? Et donc, j'aurais voulu, M. Daniel Roland, de vous faire savoir qu'en 2001, c'est Mouzé Laurent Désiré Kabila, lorsqu'il est entré en 1997 en chassant Mobutu, qui s'est détourné, n'est-ce pas, de Zafdel qui l'avait aidé. Mais après, lorsqu'il a acquis la chaise du pouvoir, il s'est détourné contre cela. Tshisekedi le père a conseillé à Mobutu, non, excusez-moi, à Laurent Désiré Kabila, de pouvoir trouver le moyen pour ces gens de quitter les pays, plutôt que de donner l'ordre à ces gens de quitter les pays sous 48 heures. Mais qu'est-ce qui était advenu? Qu'est-ce qui était arrivé? Nous avons constaté, n'est-ce pas, que ce n'était pas seulement ces gens qui avaient quitté les territoires, mais aussi Mouzé Laurent Désiré Kabila n'avait pas tant fait règne dans ces pays. Voyez-vous, ce n'était qu'une année presque du pouvoir et puis il est parti. Mais comment était-il parti alors que lui, président qu'il était, M. Daniel Roland, il était fortement sécurisé? Voyez-vous, maintenant, lorsque on tue le président au palais présidentiel, voyez-vous, M. Daniel Roland, ça veut dire qu'il y a des intrus, même au palais présidentiel. Ça veut dire qu'il y a de l'infiltration. Il y a de l'infiltration. Alors, vous comprenez que lorsque nous considérons les détournements du Mouzé Laurent Désiré Kabila face aux accords conclus avec le AFDL et autres, qui a conduit à sa mort, lorsque nous considérons, M. Daniel Roland, excusez-moi, nous considérons qu'à un moment donné,
Kabila, le fils, aurait aussi conclu les mêmes accords, mais avant ces accords-là, il y avait plus eu retentissement de coups de feu. Et que Fachi, quand il arrive au pouvoir, lui dit « Je ne négocierai pas avec le M23 et autres ». Mais on réalise que le M23 et les AFC sont en train de s'amasser, n'est-ce pas, de rafler certains territoires de la République. Devrions-nous négocier directement? J'ai dit non. Il faut faire un état de lieu, monsieur Daniel Rolland. Qu'est-ce que nos adversaires veulent? Leur objectif. Quels sont les moyens de pression qu'ils ont? Qui est derrière eux? Jour et nuit, nous n'avons cessé de râler sur de plairer sur le fait que Rwanda, c'est un petit pays, mais écoutez, c'est les Occidentaux qui sont derrière le Rwanda. Mais après tout, monsieur Daniel Rolland, dès lors que la RDC est beaucoup plus grande que le Rwanda, mais le Rwanda qui finance les M23 et autres, petits pays qu'ils soient, il est en train d'avancer jusqu'au point, n'est-ce pas, de ravir certains autres territoires. Ça voudrait dire que la RDC, toutes les fois où nous avons eu à négocier sur la question de l'Est du pays, nous avons eu à mal négocier. Et lorsque nous... On négociait certainement en étant des faiblesses. Exactement. Non seulement qu'on négociait en étant des faibles, mais aussi nous négocions, monsieur Daniel Rolland, lorsque nous partons, au fait, chez les mêmes Occidentaux, pour leur dire de venir bénéficier directement par nous-mêmes qui sommes propriétaires de ces minéraux au travers des techniques de joint venture. Le blanc là, est-ce qu'ils nous prennent au sérieux? Puisque ceux qui sont nos adversaires, quand ils partent chez les mêmes Occidentaux, ils leur montrent les accords conclus. Et quand ils présentent des accords conclus, ils disent, écoutez, là-bas, on ne respecte pas les accords. Ils n'ont pas une parole à donner. La RDC n'est pas caractérisée par le respect scrupuleux de la parole. Maintenant, le blanc, vous savez, le blanc, c'est quelqu'un qui tient beaucoup plus sur la parole, sur la confiance due. Il ne voit pas en réalité les contraintes. Mais le blanc voit que la RDC tergiverse trop. On est trop versatile sur des accords. Est-ce qu'on peut au moins respecter les accords à venir? Donc, vous auriez compris, monsieur Daniel Rolland, que ce serait mieux de faire un état de lieu, n'est-ce pas, sur la situation de l'Est du pays, les accords conclus d'avant jusqu'à ces jours. Comme ça, on sait au moins s'en apercevoir de la manière, n'est-ce pas, de vaincre l'ennemi, de la manière de faire, puisque l'on ne peut pas conclure les accords pour être envahi en interne. On ne peut pas conclure les accords pour que, enfin, parce que ceux qui viennent conclure ces accords-là d'ailleurs, ils viennent avec des cartes noires, des carnets noirs. Ils se disent, écoutez, on va partager les pouvoirs, mais on va partager le pouvoir. Ce sont les étrangers qui vont occuper certains autres postes. Et qu'adviendrait-il demain si et seulement s'ils occupaient des postes de responsabilité jusqu'à occuper le poste du premier citoyen de la République? Ça poserait problème. Donc, vous pouvez comprendre mieux que moi, M. Daniel Rolland, que négocier est une chose, mais savoir négocier en est une autre. Donc, il faut pour la République démocratique du Congo de faire un état de lieu, n'est-ce pas, des accords conclus, et puis de savoir où est-ce que nous partons. Sinon, M. Daniel Rolland, nous aurions fait des accords pour le Rwanda, des accords pour l'Est. Et nos dirigeants, je l'insiste, M. Daniel Rolland, doivent, avant la prise du pouvoir, en tout cas, parfois refuser, n'est-ce pas, certains accords avec l'ennemi, ainsi de suite, pour acquérir la chaise. Parce que c'est nous, le peuple, qui sommes beaucoup plus, qui en pâtissent beaucoup plus. Alors, beaucoup se posent la question de savoir, est-ce que ça revenait au ministre de la Justice, pour parler de lui, de signer un communiqué pour confisquer le bien des Nanga, ou bien c'était la responsabilité des juges, c'était aux juges de le faire pendant les procès, au lieu de voir après le ministre de la Justice annoncer un communiqué comme ça pour annoncer que les biens des Nanga ont été confisqués et puis on va mettre ça à la vente aux enchères. C'est normal.
En fait, à cette question, je crois, il y a ceci. En principe, M. Daniel Roland, je l'ai dit tantôt, que la question de biens confisqués et saisis est régie par l'ordonnance du 26 septembre 1979. Cette ordonnance n'a pas été modifiée. Parmi les acteurs de la commission, n'est-ce pas, de la commission qui a en charge la gestion des biens saisis et la gestion des biens confisqués, en fait, le ministre de la Justice ne fait pas partie. Mais il faut savoir que l'ordonnance paraît un peu surannée, parce que vous voyez, depuis 1979 jusqu'à nos jours, comment comprendre que l'ordonnance n'a jamais été modifiée? Elle ne peut aussi être modifiée par voie d'arrêté, parce que l'ordonnance loi est un acte législatif. Quoi que l'on en dise, je sais que c'est un acte législatif. Ça ne peut être modifié que par une loi. Et donc, jusqu'à présent, le député n'avait jamais pris un texte. Mais il faut savoir, M. Daniel Roland, que tous les acteurs, parce que quand on nous parle des conseils judiciaires, de procureur général de la République, président du mouvement populaire, tout ça, toutes ces histoires-là, c'est suranné. Mais néanmoins, ça devrait, la procédure devrait passer par voie d'ordre, par voie des commissions. Et c'est la commission qui aurait proposé au ministre de la Justice, n'est-ce pas, d'affecter ou non. Et le ministre de la Justice, il est compétent. Si, parce que c'est lui le patron de la justice. C'est lui l'autorité administrative du secteur judiciaire en général. Mais le problème seulement est que le procureur, le ministre de la Justice devrait le faire en ayant suivi une procédure particulière où il appelle le procureur général, il appelle le gouverneur de la ville ou bien les maires de la ville, ainsi de suite. Ça aurait été mieux. Alors, dans les cas d'espèce, je crois qu'il ne se pose pas un problème de compétences, puisque ce n'est pas les ministres des Affaires foncières qui affectent le bien, non. Ça, il faut enlever ça de notre tête. Le ministre des Affaires foncières, il gère ses propres biens, mais ici, ce sont des biens confisqués à la suite d'une décision de justice. Et la compétence revient à qui? Au ministre de la Justice, conformément à cette ordonnance-là. La compétence revient au ministre de la Justice, Maître Cédric, mais ça fait des bons aujourd'hui. Mandat d'arrêt international lancé vis-à-vis de Corneille Nangaa. Ici, au moment où Corneille Nangaa se trouve sur les sols congolais, de même que c'est qu'en plus aujourd'hui, est-ce que normal? Ça donne l'impression comme si cette partie-là de l'Est, Goma en particulier, elle faisait plus partie intégrante du territoire de la République démocratique du Congo. Au moment où on lance, on a vu même Corneille Nangaa qui a tenu un meeting au stade de l'unité de Goma, mais on parle d'un mandat d'arrêt international. Comment ça doit-il se passer? Mandat d'arrêt, est-ce qu'il faut arrêter seulement Corneille Nangaa s'il se déplace de la RDC pour aller dans un autre pays, ou bien quand on lance ce mandat, même quand il est sur le sol congolais, dans cette partie occupée par lui, et si c'est possible aussi de l'arrêter. Parce qu'il y a aussi les armées d'autres pays qui sont là-bas, me demander un téléspectateur pour dire, mais pourquoi pas que la RDC coopère avec ces pays-là, ordonner aux armées qui sont là-bas d'arrêter Corneille Nangaa pour l'envoyer ici à Kinshasa. Bon, comme vous l'avez dit, c'est une question un peu complexe parce que excusez, les crimes qui se commettent à l'est du pays, quoi qu'il s'agisse des crimes selon la qualification qui viendrait de juridiction, crimes contre l'humanité, crimes de guerre, tout ça, c'est la juridiction qui qualifierait. Mais néanmoins, M. Daniel Roland, le mandat d'arrêt international, lorsqu'il est lancé, on suppose que les criminels contre qui le mandat d'arrêt est lancé se trouvent à l'étranger. Ça, c'est évident. Le fait d'ailleurs pour la RDC de décerner les mandats d'arrêt, n'est-ce pas, international pour qu'on fasse arrêter Nangaa, c'est justement un aveu de faiblesse, un aveu d'incapacité pour notre État de mettre la main sur Nangaa.
Ça, c'est évident. Parce que Nanga ne se trouve pas sur le territoire étranger. C'est une évidence. Goma est une partie de la République démocratique du Congo. Et que lorsque il y a des gens qui commettent des crimes, c'est les procureurs qui agissent. Mais la manière dont vous arrêterez celui qui n'a pas d'armes ne sera pas la même que celle qui tient l'arme en main. Corneille Nangaa, c'est actuellement un chef rebelle. Il a 2 armes et une bande derrière lui. Alors, si on veut l'arrêter, comment doit-on procéder? Parce que d'ailleurs, j'aurais voulu que la RDC puisse porter plainte, M. Daniel Roland, à la Cour pénale internationale. C'est de sa responsabilité. De telle sorte que cette Cour puisse au moins se saisir de la question et lancer un mandat d'arrêt international. Ça allait rendre les choses faciles. Si la CPI elle lance elle-même ce mandat d'arrêt international. Parce qu'on aurait supposé, il faut savoir que la justice internationale, précisément celle de la CPI, elle est régie par le principe de la complémentarité et le principe de la subsidiarité. Donc, ça voudrait dire, M. Daniel Roland, que pour que la CPI vienne sur votre territoire, rechercher un criminel, arrêter un criminel, il faut d'abord que vous-même, vous ne soyez pas capable de le faire. En tout cas, il faut que vous ne soyez pas capable de le faire. Si vous avez aussi une justice qui ne saurait pas juger le criminel, ou une justice qui pourrait juger les criminels mais d'une manière complaisante, la CPI a aussi compétence d'agir. Parce que la RDC est partie prenante au statut de Rome. Voyez-vous? Mais le problème, c'est que, qu'en est-il de la compétence de la CPI sur des crimes commis dans un État parti, mais par de criminels qui ne font pas partie, dans l'État, par des criminels ressortissants de l'État non membre de la CPI. C'est cela le problème. Le Rwanda n'est pas parti, n'est pas État parti ayant ratifié les statuts de Rome. Mais Corneille Nangaa, jusqu'à preuve du contraire, il est congolais. J'aurais même bien voulu que le texte de la République, la loi sur la nationalité bien sûr, puisse des droits sans formalité quelconque donner pouvoir au ministre de la Justice de retirer la nationalité congolaise à quiconque se rebelle contre les intérêts de l'État. Pourquoi depuis que nous avons commencé à parler de cette histoire de Est et autres, on n'a jamais vu l'État, les autorités, le député autres se réunir pour prendre une loi, modifiant même la loi sur la nationalité, laquelle impose comme règle, n'est-ce pas, ou donne le pouvoir au ministre de la Justice de démettre quelqu'un de la nationalité congolaise. Ça aurait été mieux, parce que les intérêts de l'État sont en train d'en pâtir à l'est du pays. Donc, M. Daniel Roland, vous auriez donc compris que l'émission d'un mandat d'arrêt international par la République démocratique du Congo, alors que l'intéressé se trouve sur le territoire national, c'est un aveu d'incapacité. Qui, de quelle armée tend la main pour que la RDC puisse arrêter Corneille Nangaa? Parce qu'il est supposé être à Goma. Lorsqu'on lance les mandats d'arrêt international, c'est-à-dire où que se trouverait, n'est-ce pas, les criminels, que l'État sur le territoire duquel ces criminels se trouvent puisse l'arrêter. C'est ça. C'est-à-dire si Corneille Nangaa était en Afrique du Sud, on aurait émis un mandat d'arrêt international.
Si Corneille Nangaa a été à Zambie, si Corneille Nangaa a été à Brazzaville, on aurait émis un mandat d'arrêt international. Parce qu'on suppose que, étant congolais, il a commis des crimes sur le territoire congolais, il faut que l'État étranger puisse puisse l'arrêter. Encore faut-il savoir qu'il y a même lieu, lorsqu'on t'envoie un mandat d'arrêt international, on peut t'arrêter et t'envoyer dans l'État, n'est-ce pas, victime pour qu'on puisse te juger. Il suffit de lire l'article 3 du Code pénal congolais pour se convaincre sur la compétence de juridiction étatique sur les crimes commis sur leur territoire. Donc, à mon humble avis, la RDC aurait, en tout cas, saisi la Cour pénale internationale étant partie membre contre le crime commis par Corneille Nangaa, et la Cour pénale internationale aurait compris aussi que dans les cas d'espèce, les juridictions étatiques sont incompétentes. Je ne dis pas incompétentes, mais incapables de se saisir de Corneille Nangaa. Et que la Cour pénale internationale aurait fait preuve de l'émission, aurait normalement émis ces mandats d'arrêt international pour qu'il soit arrêté. Mais okay, la question n'a pas été réglée par le statut de Rome lorsque les criminels se trouvent effectivement sur le territoire de l'État Riki. Mais je sais une seule chose, que Corneille Nangaa étant congolais, il est tout à fait possible que le mécanisme de poursuite, le mécanisme d'arrestation, n'est-ce pas, dépende de la CPI et non de l'État parti lorsque cet État a tendu la main à la CPI. Vous ne pouvez pas, la CPI ne vous dira pas qu'il est sur votre territoire, il n'y a pas moyen que nous venions là-bas. Non, non. La CPI est régie sur base du principe de la complémentarité et de la subsidiarité. Les termes ne se confondent pas. Ok, Maître Céline Touba, on doit vous libérer parce que vous avez des choses à faire. Ali Mikin devait aller. Mais pour conclure l'émission, au vu de tout ce que nous avons parlé, au vu de cette situation à Kipero, dans l'est de notre pays, comment vous prévoyez la suite des événements? Bon, j'avoue que le président de la République, j'ai pitié pour lui. Vous avez pitié pour le président Tshisekedi? J'ai pitié pour le président de la République parce que sa chance de bien exercer les pouvoirs, je ne dis pas qu'elle est réduite, mais sa chance de bien exercer le pouvoir connaît plusieurs barrières. Et je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas si on avait mal négocié ou quoi. Quand je dis qu'on connaît plusieurs barrières, il y a plusieurs bâtons dans la roue. C'est un être animé de bonne volonté. C'est un être animé d'un esprit, en tout cas positif, pour mieux faire. Il promet, il a même fait son discours. Si vous suivez bien les discours du président de la République, j'ai suivi à la loupe, je me dis, bon, le président, même lors du discours, n'est-ce pas, précédent, il y a toujours des promesses. Mais ces promesses-là, M. Daniel Rolland, vont se réaliser quand? Pour cette question, je me suis aussi directement répondu qu'étant donné que le président, n'est-ce pas, il a montré l'inquiétude qui les caractérise sur la question de la guerre à l'Est, mais il a aussi montré d'un côté la manière dont il compte résoudre le problème de la guerre à l'Est, c'est-à-dire la guerre à l'Est, la guerre dans l'Est de notre pays ne peut être résolue que par voie de dialogue. Et quand je vous ai dit au début que le président de la République n'a pas la chance d'exercer sans bâton dans la roue son pouvoir, c'est parce que au premier mandat, le président de la République a perdu presque 2 ans. Et que les 2 ans-là étaient pour lui permettre de bien se poser sur la chaise du pouvoir et de bien exercer son pouvoir. Mais pendant ces 2 ans, M. Daniel Rolland, il y avait des tractations FCCK et autres de combats et des résistances. En même temps, il n'a eu à exercer son mandat que pendant 3 ans. Voyez-vous. Et à part ça, le président de la République, lorsqu'il exerce, lorsqu'il s'est dit, on s'est même dit, nous, peuple congolais, que lorsqu'il va
exercer son deuxième mandat, étant donné qu'il s'en est déjà départi avec le M20, avec le FCC Cash, le 5 ans qui commence ici, ce serait les 5 ans où il réalisera pleinement ses promesses. Que dois-je dire? Que la myriade de voyages que le président a entamés, d'un point de vue diplomatique, n'ont pas été bien négociés. C'est pourquoi peut-être qu'il y a toujours des bâtons dans la roue. Je ne le crois pas tout le moins, parce que la guerre a toujours un certain effet de surprise. Mais la guerre a plus de retombées économiques. Je me suis même dit, lorsque le président a tenu son discours, M. Daniel Roland, vous remarquerez qu'il a eu à décider sur la réduction des trains de vie des institutions. Et nous aurions aussi appris que le député, quant à eux, ils s'opposent, ils se disent non, on ne va pas réduire. Comme qui dirait, en train de faire passer d'ailleurs sur les réseaux sociaux, le fait pour le député de bénéficier de certaines sommes d'argent sans réduction de pourcentage et autres. Le président, qui a un cœur d'un père pour ses enfants, il n'a pas su toucher le salaire de fonctionnaire. Parce qu'à l'époque, lorsque de pareilles exactions se commettaient, Matata Pogno, quand il a décidé de la réduction des trains de vie, il avait réduit, vous vous rappelez bien, des 30% comme ça, 30%, même de la réduction, les trains de vie devaient être réduits à 30%, même pour les salaires et autres. Ce qui a permis aux gens de comprendre que tout le monde devait en subir. Mais vous remarquerez que le président de la République, lorsqu'il a décidé de la réduction des trains de vie, il a évité considérablement de toucher les gens qui sont naturellement déjà laminés. Ce sont des fonctionnaires et autres. Donc, M. Daniel Roland, vous comprenez avec moi que il doit y avoir une prise de conscience des autorités. C'est-à-dire, le président compte sur nous les jeunes, mais à un moment donné, lui-même aussi doit se dire, écoutez, les erreurs du passé ne peuvent pas être... Comme il l'avait promis lors de son discours d'investiture. Exactement. Mais vous remarquerez, M. Daniel Roland, qu'à une année de l'exercice des mandats, les erreurs du passé reviennent. C'est maintenant la guerre à l'Est, la récupération de certains territoires, et tout ça, ça repose sur la tête d'une seule personne qui est supposée être garant de la nation. Mais comment le président aurait-il garantir, bien entendu, comment il aurait garanti la bonne vie, n'est-ce pas, du peuple, si et seulement si l'Est du pays connaît de pareilles exactions. Donc, je crois, en tout cas, mets sur le cœur, que Dieu puisse permettre au président de bien agir, de bien faire un état du lieu des accords conclus, de savoir les forces et faiblesses. Le Rwanda est en train de nous envahir, de nous infiltrer. Ça veut dire aussi que le service de renseignement de la RDC, qu'est-ce qu'ils font à leur niveau pour que nous aussi, nous puissions à un moment donné infiltrer les Rwandais. Nous aussi, nous puissions infiltrer Corneille Nangaa, infiltrer ces gens-là. De sorte que lorsque nous concluons des accords, que nous soyons en position de force. On ne conclut pas des accords lorsque vous êtes en position de faiblesse, M. Daniel Roland. On conclut des accords lorsque vous êtes en position de force ou lorsque vous êtes en position d'égal-égal. Voyez-vous. Mais un autre élément que j'allais relever, M. Daniel Roland, à un moment donné dans le combat qui oppose la République, lorsque la République arrive à déceler ses faiblesses, elle peut se dire, en tout cas, au lieu de laisser qu'il y ait écoulement de sang jour et nuit, il faut absolument négocier. Parce que Zelensky, le président de l'Ukraine, il a fait tête dure contre la Russie, il en a eu pour son compte. De la résistance d'un individu, l'Ukraine a été embrasée. Voyez-vous, M. Daniel Roland, pour reconstruire les choses, on pourrait reconstruire les immeubles perdus. On pourrait en tout cas reprendre toutes les choses à l'état initial. Mais on ne pourrait jamais reprendre de vies perdues. Les vies qui sont perdues sont restées telles.
et rien ne peut faire revenir les gens qui sont décédés à l'issue de la guerre à l'Ukraine en vie. C'est les mêmes Ça Zelensky veut dire aujourd'hui qui demande, qui dit qu'il est prêt à négocier maintenant avec Poutine. exactement. Maintenant, quand ils disent ça, Après des morts. non mais écoutez, de la résistance d'une seule personne, tout un pays peut être embrasé. Et il faut éviter d'agir avec émotion, avec passion. Vous voyez, mes généraux Roland, pourquoi? C'est pourquoi j'ai dit toujours, lorsque nous venons à la table des négociations, nous devons avoir à l'esprit une chose, que nous venons signer des accords. Et dans les termes accords, il y a toujours, n'est-ce pas, la consonance des deux termes, corps et corde. Donc les accords sont des cordes qui lient les corps. Ça veut dire, lorsque vous concluez des accords, même avec les M23, pour un cessez-le-feu, pour instaurer la paix à l'est du pays, il faut avoir à l'idée, ces accords, comment peuvent-ils être respectés? Voyez-vous, M. Léon Roland? Donc, que Dieu aide le président. Le deuxième mandat connaît beaucoup de péripéties, beaucoup de vicissitudes, mais si le président s'en tient à bien exercer son pouvoir jusqu'à la fin, il doit nécessairement faire un état de lieu sur la situation à l'est du pays, parce que l'on ne saurait pas faire face avec un ennemi qui nous a envahis jusqu'au dernier degré. Maître Sodi Kantumba, je rappelle que vous êtes chercheur en droit, juriste des formations, secrétaire des consommateurs lésés, mais aussi doctorant à l'université de Kinshasa. C'est un réel plaisir pour nous de vous recevoir sur le plateau d'Interface. Merci d'avoir répondu à notre invitation et surtout à toutes nos questions. Merci beaucoup, M. Léon Roland. À toutes et à tous, merci de nous avoir suivis. C'est un réel plaisir pour moi de vous retrouver une fois encore pour vous présenter cette émission. Que vive la République, vive la RDC. Restez-nous toujours fidèles. Trop bien, 14h.